12 h sur les antennes de la RTS 2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Après l'accueil réservé à l'équipe nationale du Sénégal pour sa première Coupe d'Afrique des Nations, c'est au tour des populations du Sud d'accueillir leur champion d'Afrique, Alioune Badara Fati. Pose de la première pierre du site de la Ziara de Cheikh Moussa Kamara à Ganguel Soulé, un lieu qui permettra d'accueillir des milliers de fidèles qui se pencheront sur les écrits de ce saint homme. La construction écologique, une habitation qui ne porte pas atteinte à l'environnement ou à la biodiversité. Elle est attachée à la non-toxicité qui préserve un environnement sain. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, à Ziguinchor, Alioune Badara Fati a été accueilli par les populations du Sud, une manière de célébrer non seulement la victoire des Lions, mais également leur champion d'Afrique. Suivons le reportage d'Abdoulaziz Ban. Le champion d'Afrique, Alioune Badara Fati, a démarré à l'aéroport de Ziguinchor. Ici, joueurs, staff dirigeants et supporters du Casa Sport ont accueilli le champion d'Afrique dans une grande ambiance. Place ensuite à cette caravane au niveau des différentes artères de la ville, de l'aéroport en passant par la rue Insa Ndiaye, le marché de Bokot, le rond-point Belali, Santiaba et le rond-point Jean-Paul II. Les populations sont sorties en masse accueillir de la plus belle des manières Alioune Badara Fati. Je suis très content car je ne pensais pas avoir un tel accueil à mon retour. Toute la ville s'est mobilisée pour m'accueillir. Je suis très fier. Après le rond-point Jean-Paul II, cap sur Grand Dakar, le quartier du portier du Casa Sport, le tout dans une ambiance indescriptible. Je ne peux que remercier la population de Ziguinchor pour cette forte mobilisation. Comme je le dis au Sénégal, si nous restons soudés, nous pouvons gagner beaucoup de choses. Continuons sur cette lancée pour nous qualifier au mondial et remporter la prochaine CAN. Dans la maison familiale du joueur, une grosse ambiance aussi. Alioune Badara Fati est accueilli par sa mère. Beaucoup d'émotions lors de ses retrouvailles. Je ressens une grande fierté, surtout quand je vois toutes ces personnes sortir accueillir Alioune Badara. Toute la population est sortie pour témoigner à Badara leur satisfaction. Je leur dis vraiment un très grand merci. Les sages du Casa Sport qui ont accompagné le champion d'Afrique depuis Dakar saluent cet accueil chaleureux réservé à Alioune Badara Fati. L'accueil est vraiment grandiose et vraiment c'est à la dimension de ce jeune-là qu'à partir du football local, n'est-ce pas, du championnat local, c'est le seul à être champion d'Afrique et il provient du club du Casa Sport. C'est une très grande fierté. Les mots nous manquent, on est vraiment émus. On prie que le Sénégal aille de l'avant. La fête est belle. Les gens sont sortis, il y a Alioune Badara aussi, mais aussi il y a l'équipe nationale, parce que c'est le Sénégal qui gagne dans tout ça. Et aujourd'hui, on a monté la fête. Et ça, c'est une avant-première. Maintenant, quand la coupe va venir avec le coach national, comme on l'a dit, la coupe va faire toutes les régions, je vois que la palme de l'accueil, je crois que c'est Ziguinchor qui l'emportera. Déjà, ça, c'est une avant-première. Ziguinchor a célébré comme il se doit son fils champion d'Afrique. Une célébration qui s'est poursuivie jusqu'au tard dans la soirée au rythme des sonorités du comité des supporters à l'occasion. Merci Abdoulaziz Ban pour ce reportage. Alioune Badara Fati qui vient d'enregistrer sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire ne se célèbre jamais toute seule. À Carabane, une localité située dans la région de Tambacounda, l'eau potable tant attendue coule désormais dans cette localité. Abdoulaye Senkare nous en dit plus. Population de Carabane, l'eau potable qui a toujours été inaccessible coule désormais des robinets. Aller dans les puits, aller à la brosse pour chercher de l'eau, prendre des seaux ou bien des bassins pour chercher de l'eau.
Oui, c'était dur de transporter de l'eau pour traverser du sable, beaucoup de sable pour arriver à Caravane. Oui, ça fait un grand... c'était très dur. Nous sommes très satisfaits. C'est juste des remerciements à l'endroit de Oxford parce qu'on a tant cherché de l'eau potable surtout. Donc aujourd'hui, on est très contents. Si vous comprenez bien ma joie, une maternité sans eau, c'était tout le temps difficile. L'eau est disponible grâce au projet d'alimentation des îles. 6 systèmes vont permettre d'approvisionner toutes les îles de la Basse-Casamance. Quand je parle de système, je parle de toutes les composantes. Avec les composantes de la production, avec 14 forages, des composantes liées au stockage, des composantes liées au réseau avec 327 km de réseau et également à peu près 3000 branchements. Donc c'est un projet qui est très important pour nous, qui devrait impacter à peu près 30 000 personnes. À Kafountine, le manque d'eau potable a toujours été un calvaire dans une zone où la salinisation gagne du terrain. Ce forage en construction va changer la donne. Puisque le forage que nous avons ici ne fonctionne pas 24 heures sur 24 et nos puits sont un peu salés. Donc le problème d'eau est un problème que nous confrontons au quotidien dans ce village. D'un coût de 5,2 milliards de francs, le projet est réalisé à hauteur de 80% et sur le terrain, l'engagement ne faiblit pas. C'est un projet complexe parce que c'est un projet qui alimente les îles. C'est pour ça qu'on appelle le projet des îles de la Basse-Casamance. Nous avons constaté au bout de ces 12 jours que nous avons fait dans les communes de Djembérène, aujourd'hui les communes de Kafountine, que la réalisation du projet aujourd'hui est aux alentours de 80%. Nous avons constaté aussi un engagement des entreprises et de tous les acteurs, en tout cas du secteur, qui sont au niveau local. Le projet permettra de toucher 44 villages pour une population de plus de 37 000 habitants. Abdoulaye Sinkare, merci. Caravane, plutôt une île située dans la région de la Casamance. Place maintenant à la pose de la première pierre du site de la Ziara de Cheikh Moussa Camara à Ganguel-Soulé, un haut lieu de culte qui permettra aux disciples de transmettre le savoir de saint homme à travers ses écrits. Reportage Abdoulaye Ban. A abrité la ziara de Cheikh Moussa Camara. C'est ici à Ganguel-Soulé que le calife Mohamedou Bachir Camara a procédé à la pose de la première pierre au lieu de culte qui accueillera encore au niveau de des milliers de l'esplanade fidèles de la comme mosquée du mausolée du vénéré Saint Cheikh Moussa Camara. La réalité de la ziara aidant, se développant de jour en jour, davantage de pèlerins visitant ce site, les lieux a été jugé très exigu pour abriter de pareilles cérémonies. C'est pourquoi des talibés de Cheikh Moussa Camara, de certains chercheurs même, et surtout de la diaspora, il a été décidé de déplacer le site. Comme pour dire donc que la ziara de Cheikh Moussa Camara connaît une envergure indiscutable, grâce au legs immense qu'a laissé pour la postérité le savant de Ganguel-Soulé. La place de la ziara s'étend sur une superficie de 1250 mètres carrés. Et nous appelons l'ensemble des bonnes volontés, l'État du Sénégal, la diaspora, à amener ne serait-ce qu'une pierre pour édifier cette tente. Effectivement, c'est quelque chose dont nous discutons depuis un certain temps pour la faisabilité. Et là, maintenant, c'est l'occasion. Pose de la première pierre a été effectuée. À partir de maintenant, c'est de unir, c'est de rassembler tous les Ganguelois, y compris la diaspora, pour que chacun puisse apporter sa contribution. L'appel est donc lancé, même si le coût des travaux n'est pas encore estimé. Le Khalif espère le soutien de tous pour davantage vulgariser et perpétuer le legs impérissable de Cheikh Moussa Camara. Cheikh Moussa Camara, un saint homme. Merci. C'était plutôt le reportage de Fatimata Banelba. Décoration du comédien Lamine Ndiaye Mohamedou Diarra, de son vrai nom, un artiste comédien qui a séduit de par son talent, a été décoré lors du lancement de la saison 2 de la série Gloire. Bakary Dembassi nous en dit plus. Il fait partie des monuments du théâtre sénégalais. C'est Mohamedou Diarra, plus connu sous le nom de Lamine Ndiaye. Cet artiste hors pair
a marqué son empreinte dans l'histoire cinématographique de par son charisme et sa personnalité. Cette décoration, c'est dû certainement à une expérience à travers Gloire, parce qu'on a été les précurseurs. Je suis l'un des précurseurs ici au Sénégal, avec mon ami Tafa, bien sûr, qui est venu bien avant moi. Diamono Itay. Quand j'ai quitté Louga, je faisais la musique là-bas, j'étais musicien. Très dynamique dans le jeu, Tonton Lamine, comme aiment bien l'appeler les jeunes, a un parcours exemplaire. Lamine Diaye, elle date des années 70, hein. Ça fait plus de 40 ans, je crois, à l'école de la rue. Moi, j'étais à la Médina. Bon, on s'est rencontrés avec Owatosita. Et avec Owatosita, nous avons passé des instants intenses, des moments intenses. Nous avons travaillé sur l'unité africaine et cela, c'est des souvenirs impérissables. Hein. Et aujourd'hui, pour le récompenser, à l'occasion du lancement de la saison 2 de la série Gloire, Lamine Diaye a été décoré. Une décoration pour moi, j'en ai tellement eu que je me dis que c'est naturel. Mais ce n'est qu'un encouragement. Et plus il y en aura, encore, c'est toujours en plus dans l'encouragement. Moi, c'est comme ça que je le prends. L'acteur comédien parle des différentes facettes de l'art théâtral. Il y a de la fatigue. Et même si on y trouve un plaisir, ce plaisir se bouscule, en fait, les définitions se bousculent dans nos têtes. Parce que quand même, il y a de la joie, il y a de la connaissance, une découverte, mais le métier est beaucoup plus que ça. Là où c'est beau, vraiment, c'est que quand tu loges ce métier dans tout ce qui est avantage, ce qu'on en trouve comme plaisir, c'est tout simplement là le partage. Lamine Diaye, un artiste populaire, connu du public grâce à son professionnalisme et son engagement, un vrai exemple pour les jeunes qui voudraient embrasser le monde théâtral. Bakary Dembassi, félicitations à tonton Lamine Diaye. Parlons à présent de la construction écologique, qui est une habitation qui respecte l'environnement dans sa globalité. Sa fonction est de maintenir en bonne santé la planète, mais aussi les habitants. Suivons le récit de Yacine Dia. Est une habitation ayant pour objectif de respecter l'environnement. Elle sera étudiée pour réduire son impact environnemental en termes de pollution et de consommation d'énergie. Certains critères font l'unanimité quand il s'agit de construction écologique. Nous pouvons en citer l'environnement direct pour assurer son intégration, le choix des matériaux naturels, recyclables et le moins polluants possible, la sélection des équipements, l'isolation thermique, la durabilité. L'atout principal de la construction écologique est la performance énergétique. La maison écologique a donc pour ambition de consommer le moins de ressources naturelles et d'énergie possible afin de limiter l'impact environnemental. L'énergie devra assurer un confort normal tout en étant orientée vers la consommation minimum, celle de l'énergie fatale. Outre la limitation de la pollution, la réduction de tous les frais liés à l'utilisation de l'énergie sera un énorme avantage pour l'occupant. Un bâtiment conçu et construit de manière durable permet de réduire au minimum la consommation d'eau, de matières premières et d'énergie, etc. pendant toute la durée du cycle de vie du bâtiment. Pour limiter les prélèvements de ressources naturelles lors d'une construction de logement, maison ou appartement, on peut recourir à des matériaux d'origine renouvelable, comme le bois, le chanvre, la paille, etc. Les impacts environnementaux et sociaux négatifs majeurs relevés sont les bruits et vibrations occasionnés par les véhicules du chantier, la pollution de l'air causée par la poussière et émissions gazeuses, les accidents de chantier, les risques d'accidents de circulation, les déchets nuisibles.
Merci Yacine Dieng pour ce récit. Et pour parler de la construction écologique, nous recevons sur ce plateau Madame Mariama Djamboni Badji. Elle est ingénieure en génie civil. Bonjour Madame Mariama Badji. Bonjour Mariam. J'espère que vous allez bien. Bien, merci et vous. Ça va? Très bien. Alors, la Casamance vient de fêter son champion d'Afrique. Effectivement. Comment est-ce que vous l'appréciez? En tout cas, c'est sa première participation. Oui, c'est une fierté, je dis, pour nous tous, déjà en tant que Diola du Sud et aussi en tant que Sénégalaise, en fait. Donc, nous les encourageons. C'est un boost de motivation encore plus pour eux. Et nous espérons qu'ils vont nous ramener encore d'autres cannes, d'autres coupes et en avant pour les mondiales. C'est sûr, ça. Et par rapport à ces avantages, nous en revenons à la construction écologique. C'est quoi la construction écologique? Donc, une construction écologique ou construction durable, qui n'est pas un type juste fixe de construction. Donc, c'est un modèle de construction qui permet de réduire l'impact environnemental des constructions, des bâtiments. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une bonne construction écologique? Donc, déjà, une construction écologique très bonne commence par la conception. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle d'écologie, mais cela ne se limite pas seulement aux matériaux. Donc, il faut déjà, lorsqu'on dessine le plan du bâtiment, de la maison, prendre en compte tout ce qui est éclairage naturel, éviter d'utiliser des lumières, par exemple, la journée, prendre en compte la circulation du vent, donc de l'air, pour que vraiment qu'on puisse avoir une bonne qualité de l'air à l'intérieur de nos bâtiments. Mariama Djamboni, à l'heure où on parle des effets des changements climatiques qui sont en train de faire des ravages autour du monde entier, alors quel est l'avantage de ces constructions écologiques pour lutter contre ces changements climatiques? Ces constructions écologiques aujourd'hui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au secteur du bâtiment. Parce que c'est un des secteurs vraiment pollueurs, on va dire, parce que les émissions de carbone commencent même lors de l'extraction des matériaux. C'est toute une chaîne, lors du transport des matériaux, lors même de la construction et même de l'utilisation. Je pense qu'il y a une distance qui doit être respectée, c'est 30 km bien. Voilà, lorsqu'on parle de construction écologique, le transport des matériaux ne doit pas se faire sur une distance supérieure à 30 km. Parce qu'au-delà de 30 km, il y a l'émission de gaz à effet de serre, non seulement due au transport, mais aussi ça influe sur le coût de construction qui devient aujourd'hui beaucoup plus cher. Ça veut dire qu'en construction écologique, tout doit être écologique. C'est ça, on essaie vraiment de limiter en fait les émissions de carbone. Donc c'est pourquoi souvent dans le choix des matériaux, il faut voir des matériaux qui peuvent être recyclés, qui peuvent être réutilisés pour nous inscrire également dans une logique d'économie circulaire. Quels sont en général les matériaux que vous utilisez? Donc nous utilisons principalement la terre crue, donc la terre cuite aussi le tifa. Donc le tifa, c'est une plante qui encombre la vallée du fleuve Sénégal. Surtout le tifa qui envahit le monde entier. Le Sénégal, on en a. Voilà, effectivement. Beaucoup. Donc c'est une plante qui encombre la vallée du fleuve Sénégal, mais qui est un excellent isolant thermique. Donc on l'utilise souvent au niveau des toitures comme ourdi ou plaques isolantes pour vraiment mieux isoler nos maisons, pour surtout assurer confort aux occupants. Quels sont les avantages de cette construction écologique? Donc cette construction écologique, je vais dire qu'elle permet d'assurer confort aux occupants parce qu'on n'a pas besoin après d'utiliser des climatiseurs pour vraiment être à l'aise dans ce bâtiment, parce que voilà, c'est un peu comme le principe des canaries, donc nos anciens utilisaient avant, avec juste la terre, avec sa grande inertie. Elle permet d'avoir un climat ambiant qui juste permet également aux occupants de se sentir bien. Pourquoi? Parce que la terre est faite sans produits chimiques. Donc, tout ce qui est maladie respiratoire, vraiment, avec la terre, nous n'avons pas ça. Mais est-ce que vous n'avez pas des problèmes? On ne va pas vous dire que ces constructions, c'est de constructions anciennes, empiriques. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser cela ou bien vous n'avez pas ces contraintes? Si, effectivement, c'est des préjugés parce que voilà, quand on parle de construction en terre, on dit non. Est-ce que c'est solide? C'est ancien. Il faut savoir que les constructions en terre ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, dès que l'homme a voulu se sédentariser, il fallait qu'il construise, mais avec ce qui était plus proche de lui. Donc, ce que l'on a sous les pieds, c'est la terre. Donc, c'est un matériau qui est utilisé depuis très longtemps. Aujourd'hui, la moitié des habitants de la terre entière vivent dans des constructions en terre. Donc, c'est un matériau qui vraiment, aujourd'hui, nous essayons de le moderniser. Juste avec, je veux dire, c'est du tchosan amélioré, de le moderniser, le rendre plus beau, mais surtout beaucoup plus écologique. Alors, quels sont les principes ou bien les conditions à remplir pour faire une construction écologique? Il faut partir, je l'ai dit, de la conception d'abord. Il faut partir de la conception. Le choix des matériaux, après, il est important. Il faut prendre des matériaux qui peuvent être recyclés, des matériaux qui peuvent être réutilisés, mais surtout des matériaux qui, lors de leur fabrication ou même lors de leur utilisation, n'émettent pas beaucoup de CO2. Est-ce qu'il y a lieu de parler d'économie circulaire? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de construire, mais surtout de penser au cycle de vie des bâtiments même. Et donc, aujourd'hui, si on construit avec la terre, qui est un matériau recyclable,
Lorsque, par exemple, le bâtiment n'est plus utilisé, donc les matériaux-là, cette terre-là peut être réutilisée pour construire aussi. Ça retourne à la terre. Voilà, la terre retourne à la terre. C'est important. Et les normes à respecter? En termes de normes pour les constructions en terre, c'est très compliqué. Je veux dire pourquoi? Parce que la terre que l'on retrouve par exemple à Dakar est différente de la terre que l'on retrouve à Thiès ou à Ziguinchor. Donc c'est difficile pour parler de normes vraiment de construction en terre. Donc tout le temps, lorsqu'on doit construire avec la terre, il faut faire des tests, voir quel est le matériau que nous avons, son comportement, et en fonction de ça, définir les dosages sur place. Des fois, Mariam, il nous arrive de construire n'importe comment. On ne rend pas compte des normes à respecter par rapport au vent, l'air qui circule, le soleil. Qu'est-ce qu'il faut faire et les mesures à prendre dans cette construction écologique? Pour une construction écologique, il est important de prendre en compte l'orientation même de notre bâtiment. C'est important en fonction de la trajectoire du soleil. Après là, nous pouvons savoir où est-ce que nous allons placer nos pièces, c'est-à-dire les chambres, en fonction du bâtiment que nous utilisons, ou bien même de l'usage que nous allons en faire. Après, il est également important de bien positionner ces ouvertures. Pourquoi? Parce que l'air doit circuler dans une construction. L'air doit circuler. Il est bien vraiment d'assainir nos intérieurs. Donc ça passe par une bonne qualité de l'air. Bien placer nos ouvertures, bien ventiler, c'est important pour que aussi après la pièce soit bien éclairée. Donc éviter d'allumer par exemple des lampes la journée pour pouvoir utiliser des pièces. Donc et également on économise en énergie également. On économise beaucoup d'énergie et ainsi on réduit les émissions de carbone, de gaz à effet de serre. Alors quelle est la différence entre la construction écologique par rapport aux autres constructions, la construction dure, je veux dire? La construction standard, celle que nous avons l'habitude de voir, elle est en fait beaucoup plus émettrice de carbone parce que c'est des matériaux qui aujourd'hui, même pour les faire, pour les fabriquer, pour construire avec, on utilise beaucoup d'énergie. Et même après, lorsqu'on construit avec ces matériaux, pour vraiment que les gens puissent avoir le confort minimum qui est requis, par exemple, je veux dire dans une construction standard, ils ont besoin d'utiliser beaucoup plus d'énergie. Soit ça passe par les ventilateurs ou bien les climatiseurs. Mais est-ce qu'on a le même confort à l'intérieur par rapport à la construction écologique? Effectivement. En tout cas, l'air de la climatisation. En fait, je disais que c'est comme le principe des canaries. Nos anciens utilisaient les canaries pour avoir de l'eau fraîche. Donc, parce que c'est avec de la terre. Donc aujourd'hui, si on construit en terre, c'est ce même confort-là que l'on retrouve à l'intérieur. Et surtout, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la peau. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez en général au cours de ces constructions écologiques? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les préjugés qui sont là, mais surtout lorsqu'on est sur site, c'est les tests qu'il faut faire tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, on peut recevoir de la latérite qui vient par exemple de Thiès, après de la latérite qui vient d'autre part. Donc après, il y a vraiment ces différents tests qu'il faut faire sur place. Mais c'est une construction, je veux dire, qui est vraiment adaptée à notre climat tropical. Est-ce qu'elle est chère, cette construction? La cherté, elle est relative. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, construire en terre à Dakar est différent de construire en terre à Thiès. Parce qu'il y a le coût du transport qui intervient, la disponibilité de la matière première, mais surtout la main-d'œuvre. Parce que construire en terre nous permet d'utiliser une main-d'œuvre qui est locale. Donc, mais si on devrait construire une maison à Dakar, est-ce qu'on peut prendre des éléments à Thiès? Est-ce que là, on respecte les normes écologiques qu'on vient de dire? C'est pourquoi je dis que ça favorise en fait une main-d'œuvre locale. Aujourd'hui, on sait qu'à Dakar, il y a vraiment une main-d'œuvre qui est là. Donc, tout le temps, c'est juste une technique de construction qui demande beaucoup plus de précision. Donc, juste une petite formation en une journée permet après aux ouvriers de s'adapter parce que le matériau n'est vraiment pas difficile à utiliser. Merci beaucoup, Madame Mariama Djamboni Badji. Votre mot de la fin? Merci beaucoup, Mariam. En tout cas, je vous remercie déjà pour l'invitation et surtout, c'est de dire aux gens qu'aujourd'hui, vu les grands défis qui nous concernent tous, c'est-à-dire le changement climatique, il est important de se tourner davantage vers ce type de construction pour préserver l'environnement et sauver notre planète. Merci beaucoup, Madame Mariama Djamboni. Alors, je rappelle que nous étions en entretien avec Mariama Djamboni. Elle est ingénieure en génie civil. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la RTS2. Au revoir.